Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Ramadan 2021. Le mois de Sha'ban est donc terminé. Place maintenant à Ramadan. Bon Ramadan à tous, bien évidemment. Sahaf Torkoum, si vous êtes encore à table en cette soirée, bien évidemment, tout au long de ce mois de Ramadan. Air Télévision qui se mobilise avec une programmation bien particulière. J'aurai le plaisir de vous en présenter quelques spots tout à l'heure, sans tout vous dire, bien évidemment. Place à la surprise tout au long de ce mois sacré. Ce soir, avec nos invités, nous allons revenir sur la nuit du doute, mais tout au long de ce mois jusqu'au 12-13 mai, en tout cas la fête de l'Aïd n'est pas encore connue, bien évidemment. Il sera aussi question d'une nuit du doute. C'est la première thématique ce soir. On va essayer de vous donner quelques éléments. Qu'est-ce que la nuit du doute et comment, bien évidemment, arrive-t-on à savoir quand est-ce que démarre et termine le Ramadan. La nuit du doute, ça fait partie, bien évidemment, de certains de ces thématiques comme ce soir, mais on va parler aussi de qu'est-ce que le Ramadan. La grande question, ça sera le prochain numéro. On consacrera aussi un rendez-vous aux Ouïghours, aux Rohingyas, qui ont une pensée très très forte, bien évidemment. On parlera santé, bien-être, comment bien manger, peut-on bien manger et bio sans trop dépenser, comment surtout ne pas gaspiller, travailler, faire le Ramadan, faire du sport et faire le Ramadan. L'islam dans la République française, toujours aussi polémique, bien évidemment. La zakat, puisque c'est l'aumône, elle est obligatoire en ce mois saint. Un numéro spécial sera consacré à l'association nationale Laissez-les servir, qui seront aussi sur ce plateau dans quelques jours. Et puis on parlera bien évidemment ce soir de l'actualité avec ces actes islamophobes, notamment sur Nantes, Strasbourg et Rennes. Avec moi sur ce plateau, donc pour en parler, quel plaisir de les accueillir, à commencer par mon ami de longue date qui est avec moi ce soir et pendant ce mois de Ramadan, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Mohamed Eniche, bonsoir. Bonsoir, merci bien. Merci d'être là, président de l'UAM, Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis. À nos côtés, Enis Chapchoub. Bonsoir Enis, bienvenue. Bonsoir. Formateur en bureautique et vous êtes président de l'association des musulmans de Noisy-le-Grand, où il y a 3 mosquées. Oui. Bonsoir à tous les deux. Allez, une première question. Ce Ramadan, il est tant attendu chaque année. C'est un mois sacré, c'est un mois important pour la communauté musulmane, mais pas que, parce que c'est un mois qui fédère aussi une certaine ambiance positive, un climat entre les peuples, entre voisins, entre camarades, entre frères et sœurs, musulmans ou non d'ailleurs. Effectivement, le mois de Ramadan est vraiment un mois particulier dans le calendrier des événements dans une mosquée notamment, mais aussi dans la famille. C'est un mois qui est attendu, pour lequel le rythme de vie de la mosquée, de la famille est quelque peu perturbé dans le bon sens. C'est vrai que l'année dernière, nous avons connu un mois de Ramadan unique, puisque personne en France ou même dans le monde n'a connu ce type de Ramadan. Alors peut-être les personnes qui auraient peut-être connu une période de guerre, mais le premier Ramadan sous confinement en 2020 était assez particulier, mais il a quand même dévoilé des secrets, il a dévoilé des choses qu'on n'avait jamais fait avant, alors que le mois de Ramadan est un mois de solidarité, un mois de partage. Le mois de Ramadan 2020 a mis en exergue vraiment ce volet de la solidarité et du partage. Et c'est quelque chose qu'on va reproduire cette année également, en 2021, bien que le confinement ne soit pas total généralisé. Après un an de crise sanitaire, les difficultés sociales se sont accentuées et effectivement, les musulmans, les mosquées sont encore mobilisés sur ce mois pour redoubler d'efforts de partage avec l'ensemble des citoyens qui sont dans le besoin. C'est vrai que peut-être que cette pandémie, en ayant une pensée bien évidemment à toutes les personnes qui sont malades et qui ont quitté ce monde à cause de cette pandémie, la Covid-19, mais peut-être que déjà l'année dernière et encore cette année, parce que malheureusement ce n'est pas terminé, cette pandémie a permis, tant bien que mal, même si bien évidemment on s'en serait bien passé, a permis peut-être de se repositionner aussi, d'être plus avec soi-même, plus à la maison, à éviter un peu les excès aussi en termes d'activité, en termes de consommation. Ça a été aussi un Ramadan particulier avec une ambiance particulière, Mohamed Eniche. Tout à fait. Le Ramadan 2020 a marqué beaucoup les esprits, les musulmans et les non-musulmans. Pour la première fois, on se rappelle tous, jusqu'à maintenant, la Mecque fermée, vide, Médine et toutes les mosquées
Qui pouvait penser qu'un jour, on n'avait plus le droit d'aller fréquenter les mosquées? Donc c'était une première, ça a marqué beaucoup, beaucoup les esprits, à un point que certains se posaient des questions. Est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que on a fait quelque chose de blâmable au point qu'on n'a plus le droit d'aller dans les mosquées? Mais c'était une occasion de se retrouver sur soi-même, de faire un travail sur soi-même, d'essayer de lire. Beaucoup ont commencé à lire le Coran tout seul, à apprendre, à pratiquer en petite famille. Donc c'était une occasion, et cette année c'est moins pénible que l'année passée, ce qui est déjà bien, et on fait tous le vœu, Inch'Allah, que l'année prochaine ça sera un redémarrage et on retrouve l'esprit du Ramadan, le charme du Ramadan. Le Ramadan reste pour tous les musulmans, c'est un mois très particulier. Je pense, c'est le moment où l'enfant, ou fille ou garçon, pense qu'il est devenu adulte, lorsqu'on arrive à faire le Ramadan. Donc le Ramadan a ce charme-là, le charme de passage à la période adulte pour le petit musulman. Voilà le Ramadan pendant tout un mois, donc Air Télévision qui se mobilise pour vous parler de ce mois sacré. Dans quelques instants, normalement, j'aurai le plaisir d'accueillir le maire de Stein, Azdine Taibi, en Seine-Saint-Denis, qui a réagi assez clairement, bien évidemment, aux réactions, à la présence notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu notamment à Rennes suite à ces actes islamophobes. On y revient dans quelques instants. Et puis, avant la fin d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir donc ma consoeur Naziha Ben Sekri, qui nous parlera de conseils, notamment comment continuer à faire du sport en ce début du mois de Ramadan. Le Ramadan, c'est bien évidemment l'un des 5 piliers de l'islam. Il y a la zakat, il y a aussi le pèlerinage. Entre autres, je vous propose en images de découvrir ces 5 piliers. Voilà l'un des 5 piliers de l'islam. Voilà, on essaye tant en vain de joindre justement Azdine Taibi qui va nous rejoindre dans quelques instants, maire de Stein, pour parler de l'actualité. La nuit du doute, alors l'éternelle controverse, on va essayer d'en savoir un peu plus avec nos spécialistes ce soir sur le plateau. Une date qui provoque chaque année les mêmes longs débats, interrogations. On s'en rappelle déjà en juillet 2013, grosse polémique alors que le CFCM, qui perd d'ailleurs énormément de crédibilité, d'ailleurs il y en a deux aujourd'hui, le Conseil français du culte musulman qui lui avait fixé pour la première fois les dates du Ramadan à l'avance, c'est-à-dire tout simplement de mettre des dates sur un calendrier que nous utilisons chaque jour. L'instance a donc été désapprouvée. Les croyants préfèrent bien évidemment la traditionnelle, c'est ça le charme du Ramadan, d'avoir bien évidemment ces imams, ces savants, ces spécialistes qui vont vraiment scruter la lune pour savoir si le mois de Sha'ban s'en va pour laisser place au mois du Ramadan. Il y a donc 2 écoles. Une question assez simple. Cher Enis Chapchoub, je rappelle que vous êtes président de cette association donc des musulmans de Noisy-le-Grand, 3 mosquées, mais vous avez aussi été imam. Vous êtes tout jeune, formateur en bureautique. Qu'est-ce que la nuit du doute dans les grandes lignes? Alors, la nuit du doute, effectivement, c'est la nuit qui va déterminer la naissance du nouveau mois. Et comme vous l'avez rappelé, effectivement, il y a 2 grandes écoles. L'école du calcul, qui prévoit à l'avance la naissance des lunes, et elle a son fondement, cette méthodologie tient la route, et elle est utilisée dans bon nombre de pays musulmans en réalité. Et il y a, comme vous l'avez évoqué, cette notion du charme de la nuit du doute, qui a aussi ses origines, qui a ses fondements et qui tient la route, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la méthode du calcul, elle est utilisée, j'ai envie de dire, même par l'Arabie Saoudite. Quand on part notamment faire la Umrah ou le Hajj, on voit les calendriers
hégirien sur le calendrier. Et on voit que les 12 mois sont sur les différents comptoirs des banques, des agences de voyage, même des hôtels dans lesquels on séjourne. Et on voit qu'à l'avance, on connaît les 12 mois de l'année quand on va aller faire la Umrah ou le Hajj. Donc même les pays dits musulmans qui utilisent aussi ce calendrier, l'utilisent, le calcul. Mais effectivement, beaucoup de littéralistes préfèrent, pour le jeûne du mois de Ramadan, qui consiste à jeûner à la nouvelle lune et à faire la fête à la naissance de la nouvelle lune, eh bien là, ils vont préférer que chaque pays, s'il voit la lune, eh bien, qu'il commence à jeûner ou qu'il fasse l'Aïd. Donc, les deux points de vue tiennent la route et beaucoup de personnes se disent, voilà, moi, tant que je suis encore dans le mois de Sha'ban, pourquoi voulez-vous que je jeûne, bien qu'en Australie ou en Russie ou en Argentine, ils aient vu peut-être la Lune, mais moi je suis encore dans Sha'ban et même les éléments me permettent de savoir que je suis encore dans Sha'ban ou je suis encore dans Ramadan. Pourquoi voulez-vous que je jeûne alors que nous ne sommes pas le mois de Shawwal? Donc j'ai envie de dire les deux tiennent la route. Le côté on doit tous jeûner ensemble et on doit tous faire l'Aïd ensemble dès que la Lune apparaît dans le globe terrestre. Et il y a ceux qui préfèrent, non, il n'est pas inconcevable qu'il y ait deux débuts de Ramadan ou deux Eid distincts. Moi qui ai le plaisir de côtoyer, de travailler sur ces sujets-là depuis quelques années, on se rend compte quand même que, peut-être une question pour vous, Mohamed Anish, et puis pour vous aussi qui côtoyez énormément de fidèles, on a quand même l'impression que tout le monde s'oriente et a envie de se diriger vers la tradition, vers le charme de la curiosité, de l'inattendu, de l'imprévu. C'est ça qui fait aussi on a l'impression on parle de deux grandes écoles, mais est-ce qu'il n'y en a qu'une réellement grande école, celle de la tradition? Je pense que ce que tu viens de dire, ce que les fidèles aiment beaucoup plus, c'est ce charme-là. On est dans un temps de modernité, les smartphones, les médias, tout ce que cette modernité nous a offert. Mais pour le Ramadan, on sent que le terrain, les fidèles veulent absolument garder certaines choses qui font le charme de Ramadan. Parmi ces choses-là, ce que vous venez de dire, la nuit du doute, ce suspense-là, les fidèles aiment le garder. Même si on peut, à l'avance, comme vient de dire M. Chepchoub, on connaît à l'avance sur un an, même 56 ans, on peut savoir le début de la fin des mois lunaires, parce que le Ramadan dépend du mois de lunaire, mais les fidèles veulent absolument garder ce charme-là. Et au-delà de ce charme-là, il y a la tradition. Ce n'est pas juste le charme, il y a une tradition qui pousse les fidèles à observer et chercher le début de la ligne. Et au-dessus de tout cela, ce qui vient de dire Chepchoub, ce qui est la ligne rouge des musulmans d'ici ou d'ailleurs, c'est cette volonté d'unité. Les musulmans n'accepteront jamais que dans un pays, par exemple la France ou un autre, qu'ils fassent le Ramadan tout seul alors que les autres musulmans du monde font un autre jour. Ça, c'est absolument inacceptable. Et c'est ce qui a fait le problème de 2013. Lorsqu'on a avancé, fixé à l'avance le mois de Ramadan, les musulmans n'ont pas tiqué, mais lorsqu'ils se sont aperçus que tout le monde arabo-musulman a commencé le jeûne tel jour et nous en France on veut commencer un autre jour, c'était absolument inacceptable. D'où l'idée, je pense là ce qui est le cas, c'est de dire à peu près que peut-être a priori c'est tel jour, mais la veille on fasse cette tradition de vérifier, de voir les uns et les autres quel jour ils vont commencer, puis on entre dans la dynamique. Et ce qui est acceptable, parce que les musulmans de France, ils veulent regarder les instances de France, qu'est-ce qu'ils disent, mais ont toujours un œil sur les pays arabo-musulmans. Qu'est-ce qui, selon vous, a provoqué ce souhait, cette volonté? D'abord, ça peut susciter, il faut être clair aussi, qu'il y a un désaccord quelque part entre les fidèles qui s'orientent, qui pratiquent la même religion. Donc là, il y a un désaccord. Première peut-être réaction. Et qu'est-ce qui a provoqué ce souhait vraiment de se diriger vers un calendrier avec des dates à l'avance? C'est quoi réellement l'intérêt? Il y a un intérêt de business, un intérêt de... En termes organisationnels, il est clair que c'est beaucoup mieux de connaître à l'avance les dates. D'ailleurs, ce système de calcul, de manière ancestrale, je veux dire pas ancestrale, mais on a tous acheté nos calendriers de prière annuels. Et d'ailleurs, il y avait toujours sur les côtés
bien souvent les dates. Je vous coupe 30 secondes, excusez-moi, mais on les connaît réellement. À l'avance, ça se joue à quoi, 24 heures, 48 heures, depuis quelques semaines, on en parle. Alors c'est le 12, le 13. Je posais la question à Mohamed il y a quelques semaines. Il me dit c'est peut-être le 12, le 13 avril. On le sait tout de même. Oui, c'est-à-dire que le calcul, on savait qu'avec le calcul, en toute logique, la Lune apparaîtra dans le globe terrestre, il sera visible du globe terrestre le 13, donc tout laisse à penser que, mais je suis quand même attaché, même si tout laisse à penser que c'est le 13, et que d'ailleurs même dans nos calendriers qu'on a achetés en janvier, il est écrit le 13 avril, qu'on maintienne cette nuit du 12 de confirmation selon vous, 13. Qu'est-ce qui a provoqué ce souhait pour certains fidèles, comme le CFCM, mais pas que, de dire on inscrit ça dans un calendrier à l'avance? C'est quoi l'intérêt, le but? Mais c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Aujourd'hui, dans les calendriers d'heures de prière annuelles, il y a la date du début du Ramadan, de la nuit du 27, de l'Eid al-Fitr, de l'Eid al-Adha, de l'Mawlid, toutes ces dates sont C'est vrai qu'elles sont programmées. C'est vrai, elles sont déjà programmées. Mais c'est vrai que, comme vous l'aviez évoqué, maintenir une nuit de doute où l'ensemble des acteurs associatifs peuvent se réunir, l'UM 93 l'avait fait à une époque, la Grande Mosquée de Paris, et beaucoup d'acteurs, les CRCM, aujourd'hui la Mosquée de Lyon, qui se réunissent pour évoquer la Lune dans les autres pays, les pays dans lesquels la nuit est déjà tombée et qui, eux, ont déclaré, bah tiens, si eux, ils l'ont vu et qu'ils ont dit que le Ramadan débutera demain, bah, nous aussi, nous allons débuter. Si eux l'ont vu, immanquablement, nous aussi, nous allons la voir dans quelques heures. Un instant pour continuer ce soir, bien évidemment, il est question de vous parler de cette mobilisation avec ce mois sacré, le mois de Ramadan, avec Air Télévision. Un concours est organisé, notamment pour les enfants de 6 à 16 ans. Il y a des cadeaux, mais il y a aussi toujours, comme sur Air Télévision, avec de l'éducatif ludique. On répond à des questions et on gagne des cadeaux. Je vous propose de regarder ce spot pour en savoir un peu plus. Et bien évidemment, rendez-vous sur la page Facebook d'Air Télévision. رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار هم للطريق مشاعل الأنوار هم للنسيم عبير الثوار ضادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري لبناء جيل. Voilà, pendant la diffusion de ce spot, et il fait bien de le souligner, Mohamed Anish qui me disait il y a déjà plus de 500 personnes qui se sont inscrites. Il a été mis en ligne, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux samedi en fin d'après-midi. Donc inscrivez-vous bien évidemment. On ne va pas se le cacher aussi, il y a des pays qui ont une certaine force, comme l'Arabie Saoudite, qui ont un certain pouvoir, si je puis me permettre, en tout cas de persuasion. Beaucoup leur font confiance. C'est quoi? C'est d'antan, c'est l'histoire qui parle. En fait, c'est normal. Du fait d'accueillir les lieux saints de la Mecque et Médine, ils gagnent en notoriété. Effectivement, les yeux sont souvent tournés vers les autorités religieuses de l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi lié à l'Eid, dans la mesure où le Eid al-Kabir, il est lié au 10e jour de Dhul Hijjah, du mois sacré de Dhul Hijjah. Donc il était tout à fait normal que le monde entier attend justement l'annonce de l'Arabie Saoudite pour indiquer quand est-ce que Dhul Hijjah va rentrer pour déterminer le 10e jour. Donc c'est aussi de par l'organisation du Hajj et Eid al-Adha que c'est normal que même pour Ramadan, les yeux soient rivés sur l'Arabie Saoudite et leurs annonces. Je voulais dire un mot. S'il y a des polémiques, si vous regardez, il y a toujours des polémiques pour le début et la fin du Ramadan, mais jamais pour l'Aïd el-Kibir. Jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Aïd, c'est l'Arabie Saoudite qui le fixe. Et le lendemain du jour de Arafat, c'est l'Aïd. Et les musulmans ne peuvent pas faire l'Aïd alors qu'ils voient à la télé en direct que les gens sont à Arafat. Ils disent ben non, c'est Arafat, donc le lendemain. Donc c'est pour cela qu'il y a une grande partie qui disent que même le Ramadan, ce n'est pas la peine de polémiquer, on le regarde l'Arabie Saoudite, puisqu'on lui fait confiance
pour le jour de l'Aïd, ben on lui fait aussi confiance pour le début et la fin du Ramadan. Mais ce qui est bien maintenant, on sent qu'il y a une harmonie, parce qu'il n'y a qu'à voir les annonces dans les pays arabo-musulmans, en France et même aux États-Unis, presque il y a une unanimité. Les gens essayent d'aller vers l'unité. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie volonté des fidèles, des musulmans, d'aller vers l'unité et d'essayer de laisser de côté la zizanie. Puisque il y a un petit peu, pas beaucoup, mais dans les années passées, il y avait une volonté de certains pays de sortir du lot, de dire voilà, puisque tel pays veut faire le lundi, moi je vais le faire le dimanche, moi je vais le faire le mardi, juste pour montrer que je suis autonome et indépendant. Et ça fait beaucoup mal aux musulmans. Les musulmans, de France et d'ailleurs, veulent l'unité, veulent que les musulmans soient unis, que ce soit leurs responsables associatifs ou les pays, ils veulent que ce soit uni et on le sent. On sent que maintenant, c'est très difficile pour certains pays de sortir du lot. Donc il y a une unanimité imposée par le terrain. Cette unité que vous ressentez aussi, vous êtes président de cette association qui réunit les 3 mosquées à Noisy-le-Grand. Vous la ressentez, vous, cette unité autour de cette nuit du doute, début, fin de Ramadan, où vous ressentez quand même des débats? D'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir des débats. Le débat, il existera toujours et tant qu'il est bien fait et pour faire grandir les gens, ou la communauté musulmane ou un débat d'idées, c'est toujours une bonne chose. Nous, on a plutôt à Noisy-le-Grand une unité. Donc, nous, on est attachés à l'annonce la veille du début du mois de Ramadan et il n'y a généralement pas de polémique. Donc, c'est vrai, là, on évoque cette polémique sur la nuit du doute et puis le calcul ou pas. Mais on a aussi, et là par contre c'est peut-être un autre débat, mais c'est aussi tout aussi important, c'est ces méthodes de calcul, des horaires de prière. On parle du 12 degrés, du 15 degrés, du 18 degrés, ce qu'on appelle plus communément le calendrier de la mosquée de Paris, de la mosquée de l'OIF. Et ça, effectivement, c'est aussi un autre souci qui est très très important durant le mois de Ramadan, en rapport justement avec le fait justement d'arrêter de manger, puisque le jeûne commence avec le soubh, mais on a presque 20 minutes d'écart, par exemple, entre la mosquée de Paris, 6h20, et le calcul de l'UIF à 5h40, par exemple. Le Ramadan, c'est donc ne pas consommer, bien évidemment. Ce n'est pas que ça. On aura le plaisir tout au long de ce mois de Ramadan sur RTV de revenir sur les valeurs du Ramadan. Ce n'est pas que rester sans manger ni boire, mais tout de même, il faut essayer de manger, de consommer correctement et surtout de ne pas gaspiller. Encore une fois, cette année, on souhaitait vraiment nous remettre un petit coup dans les consciences pour faire attention à ce qu'on consomme et comment on consomme. Donc je vous propose de visualiser ce spot et on se retrouve tout de suite après. 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahrut Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jalla dit « Wala tusrifu » Mangez et buvez sans gaspiller. Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble. 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 Pour le Ramadan, sans gaspillage.
Voilà, ne pas gaspiller. Enis, dites-moi sincèrement, vous gaspillez ou pas? Soyez honnête. Hein. Alors, j'ai été éduqué pour l'anti-gaspillage et effectivement... D'un point de vue général. De manière générale, et j'essaie d'inculquer également ces valeurs à mes enfants. Le gaspillage, ce n'est pas bon et c'est d'autant plus dramatique de gaspiller aujourd'hui quand on sait que des personnes n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et je pense que le mois de Ramadan, comme ça a été évoqué dans la vidéo que vous avez diffusée, que vous venez de montrer, le petit spot, effectivement, ce n'est pas normal d'être en surconsommation durant le mois de Ramadan. Mais surtout que c'est totalement l'inverse. C'est ce qui est malheureux, on ne va pas se le cacher sur les réseaux sociaux, c'est la déferlante des grandes tablées achalandées avec différents parfums, différents mets de tout horizon, etc. Alors c'est vrai que ça donne envie, mais ça va à l'inverse des valeurs du Ramadan, parce que logiquement, on doit manger peu et on doit penser justement et se mettre dans les conditions de quelqu'un qui reste sans manger tout au long de l'année. Exactement, et surtout de sentir les gens qui sont dans le besoin pendant les 11 autres mois de l'année. Mais je pense ici, actuellement, nous, dans le monde occidental, et peut-être aussi la modernité, je pense qu'il y a un matraquage énorme de publicité, de télé et les grandes surfaces qui font en sorte, là il faut que visiter les grandes surfaces, il y a des grands rayons qui sont complètement transformés aux couleurs du Ramadan ou du Maghreb ou du... Il y a eu un progrès parce que habituellement, excusez-moi, mais habituellement, on aura une thématique là-dessus. Habituellement, c'était le mois oriental, le mois d'Orient, mais maintenant, les catalogues, c'est Ramadan. Hein. Au début, il y avait une hésitation, il y avait un petit complexe, et on ne savait pas comment ça vient. Mais maintenant, ils vont direct, c'est le Ramadan, c'est... voilà. Et même ce qui est folklorique, il y a je ne donne pas de nom, mais il y a des grandes surfaces où ils mettent un chameau. Pourquoi vous mettez un chameau à Paris ? Dans une grande surface, il n'y a jamais de chameau ici. Pourquoi vous mettez... donc là, c'est vraiment, on veut, c'est vraiment, c'est du marketing agressif pour dire coucou, c'est pour vous, venez acheter. Et ça pousse aux gens, les gens à consommer, à dépenser. Et ce n'est pas le but du jeu. C'est vrai que la publicité, surtout qu'un chameau, il n'y a aucun lien. Alors, je ne vois pas le rapport. Enfin, bon, bref, mais c'est vrai que dans la... Et de palmiers, et surtout palmiers et chameaux à Paris. Aucun lien. C'est pour ça que même nous, au niveau des mosquées, on a pris à bras-le-corps cette thématique de la surconsommation durant le mois de Ramadan qui n'a pas ni queue ni tête. Et même la personne qui va aller se venger le soir, qui va aller manger tout ce qu'il n'a pas mangé durant la journée, c'est une mauvaise chose. Et c'est pour ça que même nous, dans nos mosquées, comme vous allez le faire et vous le faites dans vos émissions, on a inclus justement, on a fait des thématiques avant le mois de Ramadan, comment bien préparer son jeûne avec l'intervention de naturopathes, de nutritionnistes pour évoquer cette thématique. Et la plupart des mosquées ou des associations culturelles ou cultuelles incluent aussi ce volet-là de la bonne nutrition durant le mois de Ramadan. Ça fait partie enfin, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, ça fait partie de l'islam. Le prophète était très proche de l'écologie. C'était un écolo indéfini, le prophète. Hein. Il était très proche de la nature. Hein. Effectivement, et d'ailleurs, l'islam complet, ce n'est pas que l'islam lié aux pratiques religieuses, je veux dire, la relation verticale entre nous et notre Créateur, mais c'est également toute la partie transversale entre nous et les créatures, la création d'Allah, donc avec les animaux, avec les végétaux, mais également avec les êtres humains, et ça, c'est le bon musulman. Alors, je viens d'avoir Azdine Taibi qui est malheureusement pris au moment où nous enregistrons l'émission et pris actuellement dans sa ville sur une actualité assez importante. Il a réagi notamment à la présence de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur français. Je vais citer Azdine Taibi qui est maire de Stein, en Seine-Saint-Denis, qui est très en colère. Voilà ce qu'il dit. Quelle hypocrisie et quelle indécence de la part du pompier pyromane Darmanin de condamner de tels actes, en parlant des actes bien évidemment de Rennes. Voilà, merci Abdellah en régie, vous avez à l'écran donc ce que nous dit Azdine Taibi en se rendant à la mosquée de Rennes après avoir largement contribué à attiser la haine et à cautionner les discours de la droite extrême, de l'extrême droite et de la fachosphère avec tout récemment le vote de la loi sur le séparatisme. Vous pouvez retrouver la réaction d'Azdine Taibi qui n'a pas mâché ses mots en globalité, en totalité. Un mot peut-être à chacun. D'abord, je pense qu'encore une fois, vous condamnez ces
ces actes, bien évidemment, pour ne pas les condamner, il faudrait vraiment être quelqu'un d'être inhumain. Sur Rennes, sur Strasbourg, sur Nantes, Mohamed Enish. Exactement, et en plus on est choqué, c'est en 48 heures ou 24 heures, on a eu 3 mosquées d'un coup, et surtout en Bretagne, alors que c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'actes islamophobes, où les musulmans ne sont pas nombreux, sont acceptés, et d'un coup 3 mosquées taguées, même quelqu'un qui est un raciste qui projetait un attentat, une attaque armée. On trouve que c'est vraiment dangereux et qu'il faut qu'il y ait pas une réaction, parce que le problème, c'est pas dans la réaction, c'était avant la période de 2-3 mois qu'on a vécu ici en France, les musulmans, c'était une période assez pesante et que certains politiques ont dérapé, certains débats n'ont pas lieu d'être là, et je salue énormément le monsieur Azdine Taibi. Il fait partie des rares gens qui sont vrais, c'est-à-dire ils disent ce qu'ils pensent et ils pensent toujours dans l'intérêt de la population sans regarder aucun intérêt électoral. Malheureusement, certains se taisent, certains pensent qu'actuellement il n'est pas bon de s'afficher avec les musulmans, certains d'autres pensent que plutôt stigmatiser l'islam et les musulmans, c'est porteur, c'est vendeur. Après, chacun jugera et l'histoire va écrire les positions des uns et des autres. C'est vrai que ce qu'on reproche aujourd'hui, et beaucoup, il n'y a pas qu'Azdine Taibi, c'est vraiment ce double jeu peut-être du ministre de l'Intérieur, notamment avec toute cette période, vous le disiez, cette haine malheureusement qu'a reçue les musulmans. Voilà, c'est un peu le double jeu, c'est pour ça que sa présence est très critiquée. Une réaction peut-être, Inès Chepchoub. Effectivement, les différents débats de ces quelques semaines, de ces quelques mois, ont mis à l'index. Je vais demander à Abdellah en même temps de nous diffuser justement les quelques tweets de Gérald Darmanin et puis les images islamophobes qu'a subies notamment des lieux de culte, notamment sur Rennes, Nantes ou Strasbourg. Pendant qu'on vous écoute, allez-y, on vous écoute. Il n'y a pas de souci. En fait, oui, effectivement, les récents débats de ces quelques semaines, de ces quelques mois, ont mis à l'index les mosquées, les personnes pouvant être affiliées à l'islam. Et effectivement, c'est des vrais... Alors même si l'intention des ministres ou secrétaires d'État n'était pas cela, c'est une vraie mise à l'index et dénoncer l'ennemi de l'intérieur. Les mosquées, aujourd'hui, je veux dire, ça ne s'est pas passé il y a 3 mois, il y a 6 mois. Voilà, c'est vraiment avec tout ce qu'on est en train de vivre en débat et en mise à l'index des musulmans. Donc c'est bien évidemment que regrettable, mais aujourd'hui, voilà, alors est-ce qu'on peut appeler ça comme étant un appel à la haine ? Dans certains cas, on a pu qualifier des appels à la haine. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit la Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé avec les actes terroristes, aujourd'hui, peut-être qu'on essaye de créer des citoyens français, on essaye de transformer des citoyens français en terroristes. Et ça, c'est vrai que c'est regrettable qu'une personne en arrive à s'en prendre à une synagogue, à une église ou à une mosquée, ou à des bâtiments qui représentent l'État, la République. C'est condamnable. Et à un moment, il faut voir qu'est-ce qui fait que des citoyens se transforment en terroristes. C'est ce qu'on parlait avant de commencer l'émission. C'est ça, est-ce que derrière, il n'y a pas peut-être toute une série d'informations, de mauvaises informations, de choses mal dites qui vont générer un comportement malsain, voire très violent, envers des musulmans, les juifs ou les chrétiens, pour parler bien évidemment que de religion. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on voit, encore une fois, la mise à l'index et la suralimentation médiatique d'un problème qui serait un problème. Aujourd'hui, moi, je prends la dernière polémique en date sur les universités où les étudiants crèvent de faim, sont en échec scolaire, certains ont des pensées suicidaires, certains pensent à leur avenir, certains ont contracté des crédits pour leurs études et à côté ils essayent de travailler, ils ne peuvent plus travailler et aujourd'hui on entend des polémiques sur, semblerait-il qu'il y ait des prières dans des couloirs. Donc c'est cette mise à l'index et systématiquement de créer une polémique, un bouc émissaire de l'islam et de l'islamisme et du terrorisme. Alors le terrorisme, bien évidemment, on ne peut que le condamner et finalement de pointer du doigt les musulmans ou la pratique religieuse. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Les vrais problèmes qui touchent l'ensemble des citoyens, qu'ils soient croyants ou pas, religieux ou pas, mais qui touchent
l'ensemble de la population. Tout à fait. Je pense que ces dernières semaines, tout le monde l'a constaté, et surtout sur les débats au Sénat, plus le Sénat que l'Assemblée nationale. Le Sénat, il y avait une libération de la parole, je dirais, humiliante vis-à-vis des musulmans. Ça a dépassé toutes les limites. Il y a eu de gros dérapages. Gros dérapages. Par exemple, regardez la motion sur l'interdiction des drapeaux dans les mariages. C'est hallucinant, hallucinant. Lorsque vous sur les papiers, le débat, tu dis pourquoi pas. Mais lorsqu'on demande aux sénateurs, et j'ai vu des journalistes qui font bien leur travail, qui demandent aux sénateurs, ils disent pourquoi vous interdisez? Ben là, il y a une haine incroyable. Ils disent oui, on a marre des drapeaux algériens. Waouh, à ce point-là, vous avez cette haine par rapport à cette population qui dans sa quasi-majorité, a travaillé, a contribué au bonheur et à l'épanouissement de la France. Et vous avez cette haine parce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui, lors du mariage, affichent un drapeau algérien. Vous avez cette haine, c'est incroyable et c'est blessant. Mais le problème, ça se répète et sur plein de sujets sur le Sénat, sur les débats. Donc, ce n'est pas la loi en elle-même, mais c'est les débats derrière. Et ce qu'il y a derrière, ça a libéré de la parole humiliante et les gens le perçoivent très très mal, les musulmans très mal, mais certains racistes pensent que c'est un feu vert pour passer à l'acte. Et là, ils sont passés à l'acte et j'espère qu'on n'aura pas d'autres mauvaises nouvelles. Sans faire de polémique, veille premier jour du Ramadan, vous pensez que ces actes-là sont prémédités? C'est un peu ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Est-ce que sont prémédités, organisés à l'avance avant ce Ramadan ou sans faire de polémique, sans spéculer bien évidemment? Pour ma part, c'est des actes terroristes et comme tous les actes terroristes, ils peuvent être organisés ou le fruit de personnes individuelles, sans organisation quelconque. Qu'il s'agisse d'un terrorisme politique, syndical ou religieux, il y a différents types de terrorisme ou une préparation ou des actes isolés. Et pour ma part, comme le disait Mohamed, à force de parler, on crée des terroristes. On crée des terroristes, des citoyens qui passent à l'acte. Et on a même ce qu'on va appeler des dérives. Aujourd'hui, à force d'avoir surmédiatisé ou d'avoir créé un problème, on a aujourd'hui des mamans à qui on a refusé, parce qu'elles portaient un foulard, l'accès à la banque, à des services publics, à des écoles, et on a créé en fait des personnes qui créent des règles ou des lois, et en réalité, ces personnes-là ont fait une mauvaise interprétation de la loi et se mettaient en situation d'illégalité en refusant l'accès, par exemple, à une maman ou à un enfant ou à un papa ou ce genre de choses. Pourquoi? Pour leur appartenance religieuse, réelle ou supposée. Ou supposée, parce que ce n'est pas écrit sur le front des personnes, bien évidemment, mais malheureusement, souvent, il y a des débats et des réflexions là où il n'y en a pas. C'est ce qu'on peut constater, en tout cas, sur ce plateau et sur RTV maintenant depuis plusieurs années. La nuit du doute, c'est la thématique. Les Français ont réagi, ont répondu à la question tout simplement. Quand est-ce que, pour vous, doit commencer le Ramadan? Et on se retrouve tout de suite après. Pour débuter le Ramadan, je me renseigne via Internet. Donc je n'ai pas de source particulière, mais je me renseigne de manière générale et surtout les chaînes satellitaires qui annoncent le début du Ramadan. Et aussi, je sais que la ressource sur laquelle tout le monde se base ici en France, c'est la mosquée de Paris. Donc la référence, ça reste tout de même. Quelle source? Des sources, il y en a plusieurs. Après, moi, où j'habite, généralement, la mosquée où je vais, je me fie par rapport à la mosquée où je vais. La mosquée et les informations à la radio et aussi la famille dans l'étranger, si c'est toujours. Et en plus, quand ils nous disent qu'ils ont vu le croissant de lune. Voilà, et dès qu'on est sûr, on se renseigne en plus. En plus de ça, on appelle des amis, la famille. Si tout le monde a entendu que c'est le lendemain, le Ramadan, là on se lève en étant en jeûne. Moi je fais confiance, le plus je fais confiance c'est à l'Arabie Saoudite. Parce que je pense qu'ils sont plus aptes ils ont une méthode de faire qui me convient.
Voilà, chacun sa méthode, le bouche à oreille, la famille, la mosquée de Paris, l'Arabie Saoudite, mais souvent les personnes sont plus dans la tradition. Alors dans quelques instants, on va venir nous rejoindre Naziha pour les conseils, notamment ce soir autour du sport. Est-ce que techniquement parlant, alors question très enfantine, vous pourriez nous dire comment on observe la Lune pour toutes les personnes qui nous regardent? Parfois, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'on sort de sa maison et on regarde avec des appareils? Est-ce que... Je pense que même si tout à chacun peut faire revivre cette tradition d'aller observer le croissant lunaire, je reste néanmoins attaché à l'unité et que notamment les instances représentatives, les mosquées, les fédérations existantes puissent annoncer le début du mois du Ramadan. Alors je trouve qu'il serait qui serait mauvais en fait qu'une région française d'un CRCM, pour parler des conseils régionaux de culture musulmans, décide de jeûner et d'autres non. Donc je pense qu'il doit y avoir au moins une union nationale pour le début et la fin du mois du Ramadan. Mais effectivement, le musulman peut sortir et observer la lune, l'éventuelle naissance de la nouvelle lune. Ce qu'il faut savoir, l'observation de la Lune, ce n'est pas que le Ramadan. Le calendrier musulman, ainsi que le calendrier juif, ces deux communautés dépendent de la Lune. C'est des calendriers lunaires. Et pour savoir le début ou la fin d'un mois, donc ces deux communautés, qu'est-ce qu'elles font? Délèguent des comités dans des villages, surtout ces déserts où il n'y a pas de bâtiments, où l'horizon est dégagé, ils sortent au coucher de soleil, ils observent. S'il y a le début de la Lune, juste le début du croissant, pourquoi on appelle croissant? Juste le début, c'est bon, le mois il commence. Parce qu'il faut savoir que le mois lunaire, c'est soit 29, soit 30. Il n'y a pas 31, il n'y a pas 28. Donc c'est toujours 29 ou 30. Est-ce que on arrête au 29 et on va directement au premier du mois suivant, on va 30, la nuit du 29, on regarde. Si on voit le croissant, c'est le 1. Si on ne voit pas le croissant, c'est 30. Et automatiquement, le jour d'après, c'est le premier du mois. Donc l'observation, je répète, ce n'est pas que le mois de Ramadan. Il y a des comités dans les pays arabo-musulmans qui sont chargés chaque mois d'observer. Je pense qu'il y avait, en France, il y avait une initiative, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'une association formidable qui s'est mise au service de la communauté musulmane, a contacté les instances pour leur dire « coucou, je suis là » et qui a voulu travailler avec la météo française et des organismes d'astronomie française pour travailler ensemble, pour observer en utilisant les techniques astronomiques et publier chaque fois. Il dit « voilà, on l'a vu, on ne l'a pas vu ». Mais malheureusement, cette association, c'est une initiative indépendante, n'a pas été accompagnée, n'a pas été valorisée. Et donc, je ne sais plus s'ils continuent ou n'ont pas continué. Alors bien évidemment, pendant ce mois-ci, il va y avoir un certain nombre de programmes. Il y aura le Ramadan pour les nuls. Bon, c'est un mot qui est un peu employé comme ça maintenant pour dire à tout le monde que tout est possible, on peut tout apprendre. On va parler aussi santé avec un docteur qui est avec nous sur le plateau, bien évidemment. Et il y a aussi un jour, une lettre. Alors ça, c'est le coup de cœur. Un jour, une lettre, je vais proposer à Abdellah de nous diffuser ce spot. Une petite fille adorable et vous allez voir que, enfin là c'est le spot, mais attendez-vous à des surprises pendant tout au long de ce mois de Ramadan. Elle va nous expliquer quelles sont les lettres de l'alphabet, comment ça se prononce, comment ça s'écrit, enfin voilà. En tout cas, moi, ça va beaucoup me servir, je pense. Un jour, une lettre. Pendant le Ramadan, sur RTV. Yasmine. Oui, maman. Tu fais quoi, ma belle? Je prépare un coloriage pour l'émission du mois de Ramadan. Quelle émission? C'est un secret, ne le dis à personne. C'est l'émission Un jour, une lettre. Comme j'ai appris à parler, lire, écrire et même chanter en opéra, j'aimerais tellement partager tout ce que j'ai appris avec mes amis. Alors rendez-vous chaque jour pendant tout le mois de Ramadan sur la chaîne RTV avec la maîtresse Yasmine. C'est moi, Ramadan Mubarak Saïd, wa kullu amin wa antum bi khayr. Un jour, une lettre. Pendant le Ramadan, sur RTV.
Voilà, elle est adorable cette petite. Vous allez pouvoir apprendre bien évidemment les lettres de l'alphabet arabe et peut-être vous susciter une envie à apprendre cette langue. Vous êtes, Mohamed Eniche, président de l'UAM, l'Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis, 3 mosquées à Noisy-le-Grand, donc forte communauté musulmane. Les fidèles sont présents tout au long de l'année ou c'est que le mois de Ramadan? Première peut-être réaction, parce qu'on parle beaucoup d'unité autour de l'islam, on parle aussi de cette force de générosité, et notamment l'association qui organise des dons, et pas que pour les musulmans. Ça, c'est important. C'est même obligatoire. Effectivement, durant le mois de Ramadan, il y a une recrudescence de partage, de dons, notamment pour nourrir les jeûneurs et puis pour apporter une aide à toutes les personnes qui sont en difficulté. Ça a toujours existé dans nos mosquées et également à Noisy-le-Grand. Et depuis l'année dernière, nous avons donc dû changer un peu de fusil d'épaule et de nous adapter au Covid. Et nous avons réitéré la même expérience cette année avec ce qu'on va appeler les iftar box, donc des repas qui sont confectionnés, qui sont donnés à toute personne qui viendrait à la mosquée à partir de 18h pour repartir avec un repas. Donc bien évidemment, ces repas sont destinés à toute personne qui veut prendre un repas, qu'elle soit religieuse ou pas, pratiquante ou pas. Donc ça, c'est vraiment pas du tout un critère de donation. Et nous organisons également depuis l'année dernière et cette année également des colis alimentaires pour des familles qui seraient dans le besoin. Et là, pareil, bien évidemment, sans critères de religion, d'appartenance ou pas à une religion, de pratique ou pas d'une religion. Et on remarque énormément que... Alors, Nazia vient de nous rejoindre. Une petite minute pour vous, Mohamed. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire Chebchoub. Pendant le Ramadan, avant, il y avait la rupture du jeûne collectif. Donc il y a beaucoup de personnes, par exemple, il y a des mosquées où il y a 200, 300, 400 personnes qui viennent rompre le jeûne ensemble. Beaucoup dans le besoin, mais pas que. Il y a des gens qui travaillent, qui ont une très bonne position, mais ils ne veulent pas manger tout seuls. Qui gagnent bien leur vie, ils disent « je viens pour manger ensemble et je suis prêt à contribuer ». Au lieu que je mange tout seul, je contribue dans le repas et ils mangent ensemble. Mais là, avec le Covid, il n'y a plus de possibilité de manger ensemble. Et j'apprécie beaucoup l'initiative des mosquées qui disent on va vous donner un panier, vous prenez, vous mangez tout seul. Juste un mot, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, on était en plein mars-avril, pendant le Ramadan, il y avait le Canal enchaîné qui a fait une note, une indiscrétion du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Leclerc, qui a écrit au gouvernement pour avertir le gouvernement et leur dire le département du 93 est au bord d'une explosion parce qu'il y a une pauvreté telle qu'on risque d'avoir une grosse explosion. Parce que beaucoup ne travaillent pas, beaucoup vivaient avec le système D, travailler au noir, avec le confinement, donc il n'y avait pas possibilité. Et heureusement qu'il y avait les mosquées qui ont ouvert leurs portes, qui ont joué un rôle de générosité pour absorber cette colère et soulager les gens qui sont et parmi beaucoup d'associations, en tout cas, travaillent dans ce sens. Le temps passe très vite, il nous reste 3 petites minutes. Nazia, les conseils, il faut continuer à faire du sport. Ah oui, alors on peut s'imaginer qu'on ne peut pas faire du sport pendant le Ramadan. C'est le contraire. On peut effectivement faire du sport pendant le Ramadan, mais en respectant quelques conseils et quelques mesures que je vais vous donner. Donc, Chaban, si tu veux faire du sport pendant le Ramadan, ou bien vos chers invités, ou bien nos téléspectateurs, donc il faut boire beaucoup d'eau à l'heure du suhour. Et aussi, il faut éviter de pratiquer des exercices qui sont durs. Et si on ressent un malaise ou on a des douleurs abdominales, il faut arrêter il faut arrêter le sport à ce moment-là, voilà. Et il faut éviter aussi de consommer des boissons qui contiennent de la caféine, comme du café. Il faut aussi éviter les boissons gazeuses si on veut faire du sport. Donc un 5e conseil, c'est qu'il faut consommer des repas équilibrés comme les sucres lents, donc le pain, le riz et les protéines, les produits laitiers, la viande et les poissons, et bien évidemment les fruits et les légumes. Et il faut choisir le bon moment
pour faire le sport. Donc il est déconseillé de faire du sport pendant les premières heures du jeûne. Le bon moment pour faire le sport, c'est soit 2 heures avant de manger, soit après le ftour. Voilà. Voilà, donc évitez le footing comme vous le faites si bien, Mohamed Enish, à 10h le matin. Nazia, merci. Donc on peut continuer à faire du sport tout en étant en plein mois de Ramadan. Donc évidemment, faites attention à vous, ne faites pas un footing d'1h30 à 14h de l'après-midi. Un dernier mot, messieurs. À commencer par vous, Inès Chebchoub. Comme il est de coutume, Ramadan comme Mabrouk, bon Ramadan, que ce mois soit un mois de partage, de dépassement de soi, de plusieurs œuvres charitables pour soi, sa famille et son entourage. On est sur une période particulière de pandémie, donc l'ouverture aussi aux autres, c'est très très important. Le mois de confinement l'année dernière, le premier confinement l'année dernière était une période critique. Là, on a plus d'1 an, donc ça accentue les inégalités et effectivement, donc c'est une très bonne chose que nos mosquées, mais aussi beaucoup de mosquées en France répondent à ce rendez-vous de dons et de générosité dans leur ville. Comme le dit les valeurs de l'islam. Mohamed Enish, merci. Pas de dernier mot. J'aurai le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bien évidemment, à chaque rendez-vous. Merci à Azdine Taibi qui devait être avec nous, mais qui est très pris sur une actualité importante au sein de sa ville. Je rappelle donc Enis Chebchoub, président de l'association des musulmans de Noisy-le-Grand, qui réunit 3 mosquées notamment, formateur en bureautique. Et puis Mohamed Enish, donc président de l'UM 93, et ma jeune consoeur Naziha Ben Sekri Abdellah, Mustafa et Ramadan. Merci de m'avoir accompagné pour travailler sur cette émission. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau talk. Bon Ramadan à tous, Sahaf Tolkoum. Et à très vite. Prenez soin de vous, les réseaux sociaux et le concours pour les enfants, bien évidemment.